Le ministre Joseph Seka en charge de l'environnement et du développement durable prend part à la présentation du FIRCA, reconnu en tant que première entité nationale accréditée pour la mise en œuvre du Fonds d'adaptation au changement climatique. La titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision présente au secteur privé le label genre et compétitivité. Heureux de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Le FIRCA, entendez le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, est officiellement la première entité accréditée en Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du FA, entendez le Fonds d'adaptation au changement climatique. L'institution a été présentée ce jeudi à Abidjan en présence du ministre Joseph Seka en charge de l'environnement et du développement durable, mais également en présence des acteurs du monde agricole et de l'environnement. Le reportage est signé Bon Désir Nascimento et Léon Gilbert. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, s'est encore illustré depuis le 29 avril 2020. Fort de ses expériences et son expertise avérée notamment en matière agricole, d'efficacité énergétique, de traitement de déchets et d'action en faveur de l'environnement, le FIRCA a décroché la place de la première entité nationale accréditée en Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du FA, Fonds d'adaptation au changement climatique. Ce fonds est le premier mécanisme financier à être financé par une source de revenus internationale dont l'existence résulte d'un cadre d'intervention internationale convenu sur le climat. Je voudrais à nouveau féliciter officiellement et solennellement le FIRCA et ses responsables, son président du conseil d'administration, son directeur exécutif, le secrétariat exécutif pour l'exploit réalisé afin d'obtenir son accréditation au fonds d'adaptation, car être accrédité n'est pas chose facile. À preuve, ce processus s'est fait en presque 2 ans, de juillet 2018 à avril 2020. Cette accréditation au FA, Fonds d'adaptation au changement climatique, représente pour les acteurs des filières agricoles et la Côte d'Ivoire une opportunité. Tous les secteurs d'activité, notamment l'agriculture, subissent les effets des changements climatiques qui impactent négativement les rendements des productions agricoles et donc le niveau de vie des communautés rurales. La disponibilité des ressources climatiques pour le financement des projets pertinents permettra, à n'en point douter, d'atténuer les impacts de ces changements climatiques. C'est donc une opportunité pour les acteurs des filières agricoles dans la recherche de ressources additionnelles pour financer les projets verts. Une présentation du FIRCA et du FA a été faite pour mieux éclairer la lanterne des acteurs. Le premier magistrat de la commune de Bokanda a été distingué prix panafricain ICS 2020 du meilleur maire des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. L'interafricaine de communication et de sondage ICS honore ainsi Kramo Kwasi pour ses projets et actions de développement en faveur des populations de sa commune. L'événement s'est déroulé en présence des ministres Nguessan Kofi Lataye et Kwadio Konan Bertin, tous fils de la région. Pierre Tebeu, Richard Akeke. C'est l'hôtel Ivotel du Plateau qui a servi de cadre à cette cérémonie. Les gardiens de la tradition qui sont les chefs traditionnels et les populations de la commune de Bokanda, fortement mobilisés, ont tenu à partager la joie de leur premier magistrat qui recevait ce jour le prestigieux prix panafricain ICS pour ce qu'il a fait en un temps record pour la commune et ses populations. Au plan des infrastructures de base, on note la construction des salles de classe et d'école, des forages, une station de traitement d'eau, de l'électrification rurale pour les différents villages. Voulant d'une jeunesse responsable et entreprenante, Monsieur le maire et son conseil municipal ont mis à la disposition des femmes et des jeunes d'importants fonds prélevés sur le modeste budget de la municipalité afin de rendre ces derniers autonomes, il faut l'ovation. Après avoir reçu ces distinctions, l'heureux récipiendaire a d'abord rendu grâce à Dieu avant de les dédier aux populations de sa commune et à ses collaborateurs. Ça fait 2 ans que je suis à la tête de cette petite commune. Nous faisons des efforts
pour que nous puissions apporter un mieux-être à nos parents. Nous sommes constants dans cet effort, nous essayons d'être proches de ces populations. Et nous essayons de faire que le bon vivre soit notre partage à Bokanda. Nous avons réussi à installer de la bonne humeur et de la proximité avec les populations de Bokanda. Nous croyons le faire confidentiellement. Nous avons été surpris que cet institut de communication et de sondage ait pu aller fouiller sous les feuilles mortes là-bas au fin fond de la Côte d'Ivoire pour noter ces quelques vertus que nous essayons de développer. L'un des fils de la région présent à cette cérémonie, le ministre Nguessan Kofi Lataye, s'est lui aussi senti honoré par cette distinction. Cela démontre que Bokanda regorge de grandes valeurs. Et avec peu de moyens, il a essayé de faire ce qu'il peut. L'Interafricaine de communication et de sondage ICS décerne les prix spéciaux panafricains ICS depuis plusieurs années. Plusieurs personnalités ivoiriennes et africaines ont été primées par ICS. Cette cérémonie marque la 8e édition de distinction célébrant les maires d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision a procédé ce jeudi à Abidjan au lancement du label Genre et Compétitivité. Dénommé label GECE, il vise à accompagner la performance du secteur privé. Initiée par la ministre Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO, la cérémonie de lancement a vu la participation de plusieurs acteurs du secteur privé. On en sait plus avec Zeynab Dosso et Richard Akeke. Comment accroître la productivité interne et la notoriété des entreprises? Le label GECE, Genre et Compétitivité des entreprises, vient pour répondre à cette préoccupation. Cet outil est fondé sur l'approche genre et développement visant à réduire les inégalités sociales, économiques et politiques dans les entreprises privées et publiques. Placé sous le leadership de Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, le label genre est conduit sous l'expertise du Bureau Normes Audit, BNA. Comme nous le savons tous, la notoriété des entreprises est un bien précieux en raison de son impact indéniable sur la qualité des ressources humaines qu'elle permet de capter. Le label GECE vous propose donc des arguments de choix pour attirer les compétences d'aujourd'hui et de demain, afin de manager efficacement vos ressources en vue de les renforcer. Ce label permettra également aux entreprises d'élever leur marque employeur et partant leur capital sympathie grâce aux bonnes pratiques à l'instar de l'égalité des chances. L'obtention du label GEC se fera conformément aux exigences requises en matière de certification régies par les normes internationales d'accréditation telles que l'ISO 17021. Le lancement officiel du label Genre Compétitivité des entreprises est une action qui bénéficie du soutien de plusieurs acteurs économiques, notamment celui du président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. Notre politique du genre vise donc à encourager l'entrepreneuriat féminin pour une économie ivoirienne plus compétitive et plus inclusive, car la pauvreté a également un visage féminin. Il est aujourd'hui plus que jamais indispensable que tous les acteurs travaillent ensemble pour faire de l'égalité des chances économiques entre les hommes et les femmes une réalité. Mis en place depuis 2018, le projet label GECE est une contribution de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision à l'ambition de la Côte d'Ivoire de renforcer la performance et la compétitivité du secteur privé. Nombreux sont les chefs d'entreprise qui ont cru à l'avènement du label Genre et Compétitivité initié par la ministre Euphrasie Yao. Il s'exprime sur le sujet au micro de nos reporters. Écoutons. Pour moi, le genre, c'est cette inclusion. Je pense que je fais partie de ce genre-là, en ayant été retenu dans deux institutions et en ayant trouvé, à travers certaines personnes, du cœur. Et je peux vous dire que ça a
transformer la vie de mes entreprises. Le déclic est venu de l'audit genre qui a été fait au niveau de mon institution et j'ai découvert que j'avais des lacunes. Mais sans attendre la validation des conclusions de l'audit, je suis allée, je pourrais dire, sur la pointe des pieds, faire mon inscription à la chaire UNESCO. Au cours de cette formation, ce module était lié tout simplement à voir au-delà des apparences, à voir ce qu'on est, ce qu'on cache. Tout est au cas par cas et je pense que nous, les petites et moyennes entreprises et les TPE, vraiment, on a besoin de ça. Voilà, sortir le meilleur, sortir le talent qui sommeille en nous. Direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où la direction du budget et des finances a ouvert ce jeudi un séminaire bilan de ses activités 2020. Il ressort de cette première journée que le bilan est jugé satisfaisant au regard des résultats obtenus. Occasion pour la direction générale du budget et des finances de réfléchir également aux perspectives. Emmanuel Bonzo, Charles Kouakou. La Direction générale du budget et des finances, DGBF, s'est réunie depuis jeudi 18 février 2021 à Yamoussoukro dans le cadre de son traditionnel séminaire bilan. Un an après le basculement en mode budget-programme, il est question de faire le bilan 2020 et d'envisager les perspectives pour 2021. L'exercice d'auto-évaluation et de définition des perspectives mené par la Direction générale du budget et des finances a pour thème central bilan du premier exercice budgétaire en mode budget-programme et perspective. Cette rencontre vient contribuer à la recherche de la performance dans la conduite des activités de la DGBF en vue de participer à la réalisation du plan d'action stratégique du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Les réformes initiées dans le cadre du budget-programme instaurent la redevabilité comme un principe général de la gestion budgétaire. Ainsi, tous les acteurs ayant une responsabilité budgétaire sont dorénavant astreints à rendre compte de l'utilisation des ressources publiques mises à leur disposition. Le professeur Yaya Keo, directeur de cabinet adjoint du ministère auprès du Premier ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, n'a pas manqué de noter que ces efforts ont été quelquefois contrariés par l'apparition de la pandémie de la Covid-19. Le professeur Yaya Keo a réitéré la disponibilité du ministère à accompagner la DGBF dans la mise en œuvre des actions qui sortiraient des réflexions du séminaire de Yamoussoukro. Nous saluons ces efforts et souhaitons qu'ils soient maintenus et poursuivis. Je voudrais donc à ce propos vous réitérer la disponibilité du cabinet à vous accompagner dans la mise en œuvre des actions qui résulteraient de vos réflexions au cours de ce séminaire. Initié par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le budget-programme est un mode de gestion des finances publiques avec pour objectif d'insuffler une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires de sorte à accroître l'efficacité de la dépense. Notons que les réformes initiées dans le cadre du budget-programme instaurent la redevabilité comme principe général de la gestion budgétaire. La Côte d'Ivoire s'est fixé plusieurs objectifs pour faire partie des pays émergents du monde. Parmi ceux-ci, l'État ambitionne de créer des zones industrielles dans d'autres villes du pays pour désengorger Abidjan. Ainsi, à Yamoussoukro, le projet d'EPE Bélier a favorisé récemment un atelier de validation du rapport de l'étude de dynamisation de la zone industrielle de la capitale politique ivoirienne. Regardez. Piloté par le DEPE Bélier, cet atelier de validation du rapport de l'étude de dynamisation de la zone industrielle de Yamoussoukro rentre dans le cadre des interventions du projet du pôle agro-industriel dans la région du Bélier. Cet atelier a permis de valider avec l'ensemble des parties prenantes la version provisoire du rapport de l'étude de dynamisation de la zone industrielle de Yamoussoukro. Elle a présenté la situation détaillée du secteur industriel de la zone d'intervention du DEPE Bélier ainsi que ses avantages liés à l'installation dans la zone industrielle de Yamoussoukro.
Il s'agit de pouvoir renforcer la capacité électrique de la zone industrielle de Yamoussoukro afin de permettre aux industriels déjà installés de combler leurs besoins et aux futurs investisseurs de pouvoir s'installer plus facilement. Pour le ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, tout est fin prêt pour accueillir les industriels. Il souligne que le problème de la pige du droit coutumier qui ralentissait l'avancement du projet est réglé. La première phase de ce projet porte sur une superficie de 250 hectares. Grâce au leadership de M. le ministre Mandiara Souba, la pige des droits coutumiers bloquée depuis près de 20 ans est aujourd'hui à son terme avec l'octroi de la dernière tranche qui se fera le 19 février 2021. À la fin de l'atelier, le rapport de l'étude de dynamisation et le plan d'action pour améliorer l'attractivité de la zone industrielle et accroître l'implantation des investisseurs dans la région ont été validés. Posons nos valises à San Pedro où un atelier pour l'évaluation de l'efficacité de la gestion du parc national de Taï s'est récemment tenu. Cet atelier d'évaluation était organisé par la direction zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Abel Kouawo. Il est commenté par Nadia Eounou. Le plan d'opération annuel élaboré sur la base programme d'aménagement et de gestion 2020-2029 du parc national de Taï est structuré en 6 fonctions essentielles. Après examen de ce plan à l'aide des outils d'évaluation, il ressort que sur 108 points attendus, la gestion du parc national de Taï a pu atteindre 81 points, correspondant à une performance de 75%. En termes de couverture forestière, le parc est à près de 98% de couverture forestière encore intacte. Le directeur exécutif pour la Fondation des parcs et réserves en Côte d'Ivoire a salué l'engagement des équipes participantes tout en félicitant la zone sud-ouest de l'OIPR en charge de la gestion du parc national de Taï. Ce que nous avons pu noter, c'est l'engagement des uns et des autres à pouvoir donc faire une évaluation sans complaisance de manière à donc identifier donc les points de faiblesse de telle sorte qu'on puisse les améliorer dans le futur. Les actions comme le suivi écologique ont permis de noter la répartition des espèces clés, notamment les chimpanzés et les éléphants. Pour ce qui concerne les singes, il ressort que le parc enregistre une population très abondante. Le colonel-major Tondo Sama Adama, directeur général de l'OIPR, s'est félicité de la gestion globale du parc national de Taï, selon le rapport des 2 instruments internationaux de suivi et d'évaluation des aires protégées. Vous savez, nous avons 6 fonctions de gestion. La fonction infrastructure, mise en place d'infrastructures, la fonction surveillance de l'espace, la fonction suivi écologique, la fonction relation avec la population et la recherche scientifique, et puis la fonction suivi écologique, et puis enfin la fonction management. Au jour d'aujourd'hui, après l'évaluation, nous pouvons dire que le parc national de Taï est globalement bien géré, parce que quand on regarde en termes d'objectifs qu'on s'était fixé en termes de couverture forestière, nous sommes à près de 98% de couverture forestière. L'évaluation a permis également de noter la baisse des pressions sur le parc concernant le braconnage. L'orpaillage à grande échelle n'existe plus à l'intérieur du parc, s'est réjoui le premier responsable de la gestion des parcs et aires protégées de Côte d'Ivoire. Situé au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le parc national de Taï est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection dans la zone ouest africaine. Le centre de santé d'Adjéi-Lilié, village situé à 35 km de la ville de Divo, dans la région du Lodibois, a reçu récemment un important don de matériel médical d'un coût de 3,5 millions de francs CFA. L'initiative est de maître Paul Arnaud Bertin Zéhouri, président de l'ODAPSI, entendez l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité de Côte d'Ivoire. Petit Kouakou. Le plateau technique du centre de santé d'Adjéi-Lilié dans la région du Lodibois est désormais renforcé. Il permettra aux populations d'accéder à des soins de qualité sans trop d'efforts. Un don du flambeau du développement du Lodibois Bertin Zéhouri qui vient à point nommé puisqu'il répond aux besoins matériels dont souffre le centre de santé d'Adjéi-Lilié depuis son ouverture. Le dispensaire d'Adjéi-Lilié existe depuis 20 ans et n'a pas été opérationnel jusqu'à présent. À peine est-il en place pour fonctionner que du matériel manque cruellement. La remise des dons a porté sur divers matériels médicaux, dont
des lits d'hospitalisation, des lits de consultation, des lits d'accouchement. La cérémonie de remise de dons a vu la présence des chefs traditionnels, guides religieux, leaders et cadres de la région du Lodjibois. Ils se sont réjouis et ont exprimé leur soulagement. Aujourd'hui, ce grand mouvement, ce grand don qui nous réunit est une grande joie. Je vais rencontrer à mes collègues pour nous dépêcher ici. Depuis 2016, le flambeau du Lodjibois Bertin Zéouri s'est investi dans la santé des populations. Il a entre autres équipé le CHR de Divo et l'hôpital général de Lakota. 63 ans après l'acquisition de son site, la communauté catholique de Gueyebli dans le département de Diokwe aura bientôt une église moderne. La cérémonie de pose de la première pierre de cet édifice religieux s'est déroulée en présence du curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Diokwe, mais également en présence de l'honorable Oula Priva, député de Gueyebli. Théodore Kanga. L'ambiance valait la peine. Longtemps attendue, soit depuis 1958, la communauté catholique de Gueyebli va enfin bénéficier d'un lieu de culte digne du nom. La première pierre de cette église catholique a été posée ce 13 février 2021. À l'occasion, le parrain de cette cérémonie, l'honorable Oula Priva Ephraim, député de Gueyebli, a fait don de 5 millions de francs CFA en guise de soutien pour la réalisation de ce projet. Depuis mon enfance ici, j'avais simplement un rêve. Que Dieu me permette de grandir, que Dieu me permette de participer à la construction d'une grande église à Gueyebli ici. Présidant cette cérémonie, Ogomebou Akosi Paul, curé de la paroisse Sainte-Thérèse, Enfant Jésus de Diokwe, a au cours de son homélie exprimé sa joie et sa gratitude à l'endroit de la population du village de Gueyebli. Prendre l'initiative de construire une église, c'est montrer aussi sa maturité spirituelle. Parce que, voilà, un mois donné, quand on fait la marche, ça veut dire que les chrétiens s'augmentent, on a besoin d'autres églises. Ce que l'honorable va faire comme contribution ici, vraiment c'est incalculable. Tellement nous sommes contents. Que Dieu le bénisse aussi. C'est par une ambiance festive que cette cérémonie a pris fin. Après Diokwe, direction est de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Bengourou, où la célébration de la fête des Ignames est désormais une tradition centenaire. Cette année, les Agnis du royaume de l'Indénié ont célébré la nouvelle Igname autour de leur roi Nanambwa Kwasi III. Une fête magico-religieuse remplie de symboles d'unité et de développement. Pour cette 276e édition, il a beaucoup été question de l'unité dans la diversité, un sujet cher au roi. Regardez. Le gros tam-tam, le Kenyan Pli annonce l'arrivée triomphale de Sa Majesté Nanambwa Kwasi III, roi de l'Indénié. Nous sommes à la 276e édition de la cérémonie marquant le nouvel an pays indénian qui a réuni l'ensemble des fils et des filles du royaume autour de leur roi. L'union dans la diversité, c'est le thème de cette 276e édition, d'où la présence du roi du Djoabla et du représentant du roi des Brons. Qui part de pays Brons pour se terminer dans les pays indéniens. Nous sommes la même famille. Les souhaits que l'année prochaine trouve tout le monde en paix. Le peuple indénien, c'est le prolongement du peuple Djoabla. L'Agni indénié, l'Agni Djoabla, c'est le même peuple. C'est pourquoi ça nous tient à cœur. L'avenir du royaume de l'Indénié de demain, ce sont ses enfants. Sa Majesté Nanambwa Kwasi III a exhorté les parents à leur inculquer certaines valeurs pour leur bien-être. La cellule familiale est la base de l'éducation de l'enfant. Ne démissionnons pas. Prenons nos responsabilités afin que nos enfants aient un avenir radieux. C'est bientôt les élections législatives. Et à Bengrou, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est la même famille. D'où l'invite de Sa Majesté pour des élections civilisées et apaisées. Inviter nos leaders politiques au langage rassembleur, au bon ton,
et à la culture de la fraternité. Ils ont tous le même objectif, développer le royaume indéniable. C'est sous les yeux de M. Roger Adom, ministre de la modernisation de l'administration, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils et cadre du royaume de l'Indénié, que s'est tenue cette magnifique fête. 276 fêtes, c'est énorme, c'est fabuleux. Donc c'est vraiment une fierté d'être de cette région. Le roi notamment, bonne santé, que le bon Dieu lui donne la force, la santé et de continuer à diriger ce royaume de la meilleure manière possible. L'ensemble des enfants du royaume, pour eux, c'est un grand moment. Beaucoup de paix, de prospérité, de prospérité pour le département, pour le royaume et voilà, beaucoup de bonnes choses. Nous existons il y a 276 ans. Année, ça fait beaucoup. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas une semaine. Ça veut dire que notre royaume, c'est vraiment un royaume qui est resté fort depuis 276 ans. Dieu nous a permis que nous soyons là. Un vœu de santé pour tous les participants, surtout Sa Majesté Nana Bouakosi III, que le Seigneur lui rende sa santé au plus meilleur niveau. En marge de cette célébration du nouvel an pays indénian, une grande opération de don de sang et de consultation médicale, une conférence sur la connaissance du symbole 7 dans le royaume indénien ont meublé ce rendez-vous annuel qui s'est achevé par un gigantesque feu d'artifice avec comme vœu principal la paix sur Abengro. C'était un élément signé Anissé Kouadio. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.